tous. Avec le micro ouvert, ce sera mieux. Bonsoir à tous et merci d'être là donc, pour cette nouvelle saison de l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux, la 6e. Et je remercie aussi l'espace André Chédid qui m'accueille pour la deuxième année consécutive. Et donc je remercie Bruno Jarry, son directeur, je remercie Étienne Orsini pour leur confiance et je remercie également Saïd Abidi pour la technique qui vous a accueilli à l'entrée et qui est en train de remettre des chaises derrière. Donc qu'ils soient tous chaleureusement remerciés. Alors pendant 5 ans, dans le cadre de cette université populaire, j'ai animé un séminaire qui a été consacré à la philosophie, que j'avais intitulé « Philosopher en dehors des clous ». Il s'agissait de présenter des auteurs dont le travail consiste à mettre en avant un rapport critique et polémique à la philosophie et aux illusions qu'elle entretient sur elle-même. Et j'ai ainsi pu évoquer des penseurs comme Jean-François Revel, Jacques Bouvresse, René Pommier, le sociologue Louis Pinto, et l'an passé, pour ceux qui étaient là peut-être, j'ai évoqué le travail d'Emmanuel Faye, avec qui nous avons évoqué le problème des liens entre nazisme et philosophie à travers une vision critique des œuvres de Heidegger et de Arendt. Et à force d'aller en dehors des clous, je me rends compte que j'en suis venu cette année carrément à sortir de la philosophie, puisque le séminaire de cette année sera consacré à la littérature. Il ne fait donc pas partie de la séquence ou de la série Philosopher en dehors des clous au sens strict. Ce qui ne veut pas dire que ce séminaire soit clos. Je ne m'interdis pas de le rouvrir éventuellement l'an prochain, si possible. Voilà, mais cette année, j'ai décidé de partir dans une autre direction, peut-être pour me renouveler aussi. Le séminaire de cette année a néanmoins un point commun avec les précédents, puisqu'il s'intéresse à un penseur qui aime bien les questions qui ont trait aux limites, et aux limites en particulier de son propre champ de recherche. Professeur au Collège de France depuis 2019, titulaire de la chaire de littérature comparée, au pluriel, William Marx a développé depuis plus de 20 ans maintenant une œuvre et une pensée originale et puissante autour de ce qu'on pourrait appeler, en paraphrasant le philosophe allemand Karl Jaspers, les situations limites de la littérature. Dans ses livres et dans son enseignement au Collège de France, William Marx explore ce qu'on pourrait appeler l'envers de la littérature. C'est pour ça que j'ai intitulé le séminaire « L'envers de la littérature », c'est-à-dire la fin de la littérature, ce qu'il appelle l'adieu à la littérature, on va en reparler, la tragédie sans tragique, la haine de la littérature, mais aussi les bibliothèques invisibles ou les œuvres perdues dans ses cours au Collège de France. Et donc c'est à cette partie en quelque sorte immergée de l'iceberg littéraire que je voudrais... c'est à l'exploration de cette partie en quelque sorte immergée de l'iceberg littéraire que je voudrais vous convier cette année. Alors, pour ceux qui étaient là l'an passé, on va suivre un format équivalent, c'est-à-dire on a quatre dates. 4 dates avec à chaque fois un principe d'alternance entre une conférence de votre serviteur et une rencontre avec le professeur Marx, que je connais un petit peu, et qui m'a fait l'amitié d'accepter ma proposition de venir nous voir 2 fois pour dialoguer autour de son travail. En ce qui concerne mes 2 conférences, donc j'ai choisi de me concentrer sur 2 livres, L'adieu à la littérature et La haine de la littérature. Donc la conférence d'aujourd'hui intitulée L'adieu à la littérature porte sur le premier livre, donc elle sera suivie d'une rencontre avec William Marx le mardi 10 octobre, et donc dans un petit peu moins d'1 mois. Et la 3e date, au retour des vacances de Toussaint, le mardi 7 novembre, ce sera une conférence sur la haine de la littérature, où je présenterai le livre qui porte ce titre. Et cette conférence sera suivie le mardi 5 décembre d'une seconde rencontre avec William Marx.
À l'occasion des 2 dialogues avec lui, j'en profiterai pour évoquer d'autres de ses livres, notamment Vie du lettré et Un savoir gai, ainsi que d'autres sujets, comme peut-être certains d'entre vous le savent, qui ont écouté un petit peu France Inter cet été. Il a fait toute une série d'étés, un été avec Don Quichotte. Peut-être que certains d'entre vous l'ont découvert à cette occasion. Donc on pourra éventuellement revenir sur cette série d'été et lui poser des questions liées à l'actualité de sa recherche ou à l'actualité de la littérature aussi dans le débat public. Comme vous le voyez, les conférences ont lieu au premier semestre, de septembre à décembre, parce que le professeur Marx reprend son cours au Collège de France à partir de janvier, le mardi soir aussi, donc on aurait été en concurrence, ça aurait été un petit peu embêtant pour qu'il vienne. Et donc voilà, c'est pour ça que les conférences ont lieu cette saison au premier semestre. Et bien sûr, je vous invite et je vous incite à aller voir en présentiel ou à écouter en podcast ces cours. Et d'ailleurs, il nous parlera aussi sans doute de son cours de cette année qui est intitulé « Comment lire ? » point d'interrogation. Et il y aura aussi, je peux vous le dire, au second semestre, il faut qu'on définisse la date, un conférencier invité pour une intervention où je serai présent, mais où ça sera essentiellement une conférence de lui. Alors voilà, c'est une surprise, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Il y aura aussi un événement de l'UPIM au second semestre. Alors, donc, j'en viens maintenant à la conférence de ce jour. Donc je commence sans plus attendre cette première séance dans laquelle je me propose d'examiner, donc sous la forme d'un compte-rendu commenté, comme j'ai l'habitude de le faire ici, le livre de William Marx intitulé « L'adieu à la littérature », un livre publié en 2005 aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe, comme la plupart des autres livres de William Marx dont nous avons parlé. Ce n'est pas exactement son premier livre, puisqu'un ouvrage issu de sa thèse de doctorat intitulé « Naissance de la critique moderne, la littérature selon Eliot et Valéry » avait été publié en 2002 chez Artois Press Université. Ce livre, consacré à la crise du discours critique dans la première moitié du XXe siècle, anticipe un certain nombre de thèses et d'idées qu'on va retrouver dans L'adieu à la littérature 3 ans plus tard. Mais ce qu'on peut dire, c'est que L'adieu à la littérature, c'est le premier livre, on pourrait dire, personnel de William Marx, qui ouvre un cycle de réflexion toujours en cours sur ce qu'on pourrait appeler donc le négatif de la littérature, ou disons l'envers de la littérature, ou encore les angles morts de la littérature. Donc la question posée, comme le titre l'indique, l'adieu à la littérature, c'est celle de la fin de la littérature. Et dans cette perspective, il y a un constat qui s'impose, c'est celui de sa fragilisation. Alors le constat est bien connu, vous le connaissez. Nous sommes passés, pour le dire avec Régis Debray, disons de la graphosphère à la vidéosphère, et maintenant même à la numérosphère. C'est-à-dire que l'écrit a perdu en influence et en prestige face aux images et aux écrans qui sont devenus, eux, tout puissants. Et donc, la littérature, forcément, qui est un art du langage et de l'écrit, pâtit évidemment de cette situation. Ainsi, comme le rappelle William Marx au début de son livre, les livres ne sont plus soumis à un système de censure préalable, contrairement aux films, qui restent soumis à un système de censure préalable. Et ce relâchement de la censure, on est loin des grands procès littéraires du XIXe siècle, dont on reparlera à propos de Baudelaire et Flaubert. Ce relâchement de la censure, si on peut s'en réjouir, est en même temps le signe, peut-être le symptôme, que l'écrit ne compte plus, finalement, qu'il n'exerce plus d'influence réelle. L'objectif de l'adieu à la littérature, c'est de faire en quelque sorte la généalogie de cette dévalorisation de la littérature à un niveau européen. Le champ d'investigation de William Marx, donc, qui a intitulé sa leçon inaugurale au Collège de France « Vivre dans la bibliothèque du monde », c'est celui de la littérature comparée, ou même des littératures comparées, puisqu'il tient au pluriel.
dans l'introduction de son livre, William Marx nous indique l'itinéraire qu'il va suivre et la thèse d'ensemble qu'il entend défendre. Alors, il écrit « La thèse est simple. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, eut lieu en Europe une transformation radicale de la littérature. Sa forme, son idée, sa fonction, sa mission, tout fut bouleversé. C'est de cette transformation que le livre souhaite faire le récit, en mettant en évidence 3 phases successives de l'histoire littéraire sur les 3 derniers siècles. Une expansion, suivie d'une autonomisation, et enfin d'une dévalorisation. La dépréciation à laquelle on assiste aujourd'hui correspond à la dernière phase qui commença il y a plus d'1 siècle. Le schéma est donc clair, donc si on schématise, 18e siècle, expansion de la littérature, 19e, autonomisation, 20e, dévalorisation. On verra à quel moment se situent justement les inflexions, parce qu'en fait, l'autonomisation, elle commence plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle, la première étant plus... avec le romantisme, on va en reparler aussi, celle de la religion absolue de la littérature, mais je vais préciser après. Donc, mais on peut dire, si vous voulez, que de façon générale, la littérature suit une espèce de courbe ascendante qui va nous conduire au sommet de l'écrivain mage romantique, prophète, ce que Paul Bénichou a appelé le moment du sacre de l'écrivain, et qui sera suivi d'une chute et d'une crise sans fin, jusqu'à aujourd'hui en fait. Va-t-on vers la fin de la littérature? Telle est la question qui est posée ici. À ceux qui pourraient penser que ce schéma est peut-être un peu trop rigide, William Marx répond qu'il ne prétend pas défendre une quelconque essence de la littérature, la définition de celle-ci ayant, comme on le sait, beaucoup varié au travers des siècles. La littérature est un flux changeant. Elle est semblable au devenir décrit par le philosophe présocratique Héraclite, qui inspire à William Marx l'idée de ce qu'il appelle une histoire héraclitéenne de la littérature. Donc Héraclite, philosophe de la mobilité, il dit que tout change, tout est mouvement. Et William Marx écrit aussi, quand il est ici question de l'adieu à la littérature, c'est par commodité d'expression. Il s'agit en fait de l'adieu à un certain état de la littérature que les écrivains concernés considèrent à tort comme la littérature par excellence. De même, quand je parle de dévalorisation, c'est aussi par abus de langage. Je veux simplement faire le constat qu'à l'objet appelé littérature au temps T plus N, au XXe siècle, est attachée une moindre valeur qu'à celui du temps T, à la fin du XVIIIe. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux moments, la société a changé, bien entendu. C'est l'explication sociologique, mais aussi et surtout parce qu'il ne s'agit plus du même objet. C'est l'explication proprement historique et littéraire. La cohérence chronologique proposée repose néanmoins sur un point précis. Pourquoi en effet commencer cette généalogie de la fin de la littérature et de sa dévalorisation progressive au XVIIIe siècle? Pourquoi ? Précisément, nous dit William Marx, parce que c'est le moment où la littérature commence à s'émanciper des modèles antiques. Des modèles antiques qui, vous le savez sans doute, ont servi longtemps de valeur et d'étalon de référence. On peut penser par exemple à la littérature française du XVIIe siècle, qui n'est faite quasiment que de reprises et de réécritures de l'Antiquité. Et donc c'est ce que rappelle William Marx au début de son livre, quand il écrit « Pendant des siècles, la littérature de l'Antiquité classique a été prise comme modèle. Ce fut une force de résistance qui, avec une certaine élasticité, empêcha la littérature de bouger de façon trop importante. Or, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Antiquité joue de moins en moins ce rôle, et ce mouvement de rupture avec les racines antiques s'est accéléré au XXe. Ainsi détaché, l'objet appelé littérature peut évoluer beaucoup plus vite et en toute liberté.
Cela explique au moins en partie pourquoi le sentiment de crise s'est approfondi à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'à provoquer ce geste radical que fut l'adieu. Alors justement, l'adieu, on y arrive. Dans le chapitre 1 de l'adieu à la littérature, qui porte le même nom que le livre, une sorte de jeu de poupée russe, William Marx analyse 3 figures emblématiques liées à cette thématique de l'adieu à la littérature, et donc du renoncement à elle. Rimbaud, Valéry et Hofmannsthal. Alors, il n'est pas exagéré de dire que c'est Rimbaud qui a créé le mythe de l'adieu à la littérature, d'une certaine façon. Les faits sont bien connus. À 21 ans, le poète embarque sans prévenir sur le Prince van Orange, du nom du bateau. Il part en Abyssinie, notamment pour faire du trafic d'armes, et il s'arrête complètement d'écrire. Il laisse derrière lui un seul recueil publié, Une saison en enfer, et il abandonne à ses amis un certain nombre de manuscrits qui sont destinés à devenir les poésies et les illuminations. Il n'y a pas de texte d'adieu, aucune explication d'aucune sorte. Rimbaud n'a jamais expliqué pourquoi finalement il a arrêté d'écrire. Ce qui fait que, comme le dit William Marx, page 19, le silence de Rimbaud est lui-même entouré de silence. Ce qui contribue de façon décisive à sa puissance de fascination. On a l'impression que Rimbaud, finalement, a dépassé la littérature, qu'il est allé au-delà. Là où le romantisme prônait un absolu littéraire, un absolu dans la littérature, à travers elle, eh bien, il semble que Rimbaud ait trouvé, pour ainsi dire, une sorte d'absolu post-littéraire, ou on pourrait dire méta-littéraire, dans une sorte de mépris souverain pour la littérature, qu'il avait par ailleurs si génialement renouvelé dans le domaine de la poésie. Donc ça, c'est un peu le mystère du silence de Rimbaud. Et William Marx écrit à ce sujet à son ami Ernest Delahaye, qui lui demandait s'il s'intéressait encore à celle-ci, donc à la littérature ou à la poésie, je ne me souviens plus. Non, ça doit être la poésie, je pense. Rimbaud répondit dédaigneusement « Je ne m'occupe plus de ça. Pour humilier à ce point la poésie, il faut nécessairement en avoir sondé tous les vertiges, épuisé tous les prestiges. » Le silence de Rimbaud devint une preuve paradoxale du génie de l'écrivain. Seul celui qui avait éprouvé les limites de la littérature en la portant à son plus haut pouvait préférer le commerce des armes en Abyssinie à la fréquentation des coteries artistiques parisiennes. Donc, Rimbaud, première figure de l'adieu à la littérature. On peut dire que c'est un peu la figure fondatrice, on pourrait dire le mythe fondateur de l'adieu à la littérature. On retrouve cette tentation du silence à des degrés moindres chez 2 grands écrivains du XXe siècle, Paul Valéry et son contemporain autrichien Hugo von Hofmannsthal. Paul Valéry d'abord. Donc. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1892 à Gênes, ce qu'on appelle la nuit de Gênes, Valéry traverse une crise mentale et existentielle terrible, après laquelle il décide, après avoir publié divers poèmes dans des revues, d'abandonner l'écriture poétique. Alors, il abandonne l'écriture poétique, mais pas l'écriture en général, puisque quelques années après cette crise, en 1896, Valéry publie l'un de ses textes de jeunesse les plus célèbres, qui s'appelle « La soirée avec Monsieur Teste ». Ce texte, au statut générique indéterminé, on ne sait pas si c'est un récit, un roman, un conte, c'est une espèce de témoignage fictif, enfin c'est très très indéterminé, un essai éventuellement, un essai narratif, bref. Ce texte au statut générique indéterminé, donc ni roman, ni autobiographie, ni essai, met en scène 2 personnages, il y a le narrateur et Monsieur Teste. Et le narrateur donc s'exprime à la première personne, et il rencontre un certain Monsieur Teste avec qui il va converser. Le narrateur s'y présente un peu en homme revenu de tout, et peut-être même surtout de la littérature. Ce qui fait que comme le narrateur parle en disant « je », on l'assimile souvent à Valéry lui-même. Mais alors qu'en fait, Valéry est dans les 2 personnages. De ces lectures,
il a retenu une vingtaine de livres, ni les meilleurs, ni les pires, simplement ceux que le hasard a retenus. Et donc, la soirée chez Monsieur Test, c'est un petit peu le texte de la crise des valeurs, justement. On est un petit peu au même moment que Nietzsche, enfin que Paul Valéry avait lu Nietzsche. Bon. Donc une espèce de dimension un petit peu nihiliste comme ça. Ce qui fait que William Marx, donc, qui est un grand spécialiste de Valéry, qui a édité ses cours récemment du Collège de France, William Marx écrit à propos du Monsieur Test de Valéry: la crise des valeurs est générale. Le bon vaut le mauvais, le beau le laid. À cette crise, Monsieur Test apporte une solution personnelle. Il refuse l'extase esthétique, la sortie de soi, et se contente d'être, tout bonnement. Par là, il confère figure visible au destin du narrateur, dont il est le double futur. Dont il est le double futur. On apprend au cours du récit que 20 ans auparavant, Monsieur Test aussi se sentait dépossédé par les réussites, comme un certain Valéry lors de la nuit de Gênes, et que son repli actuel sur l'être pur procède de ce pénible sentiment. Donc, en gros, ce que dit Valéry, c'est que être suffit, il n'y a pas besoin d'écrire, en fait. Et donc, Valéry s'identifie dans ce texte qui met en scène la crise de la littérature, aussi bien au narrateur qu'au personnage éponyme qu'il rencontre. Alors, William Marx fait une hypothèse intéressante lorsqu'il envisage que derrière Monsieur Test, il y a Rimbaud. Ce Rimbaud dont on vient juste de parler, et ce Rimbaud aussi dont on a tendance à sous-estimer et à oublier l'influence sur Valéry. On fait souvent de Valéry un disciple de Mallarmé parce qu'il l'a bien connu et qu'il a été proche de lui et qu'il a influencé aussi sa façon d'écrire de la poésie, un peu froide et formelle. Mais il ne faut pas oublier que on a des textes aussi à ce sujet. Valéry avait aussi une très grande admiration pour Rimbaud. Et donc, il y a une dimension rimbaldienne aussi dans le Monsieur Test, puisque, comme nous dit William Marx, page 29, Monsieur Test, ce serait finalement un Rimbaud qui serait resté à Paris, et qui n'aurait pas pris le bateau pour l'Abyssinie, finalement. Et il ajoute un anti-héros radical d'une anti-littérature, d'une littérature qui se donne congé à elle-même. Et Valéry, on peut dire, il rejoue ainsi le geste de rupture radicale de l'auteur des Illuminations en donnant congé à la littérature ou en prenant congé d'elle. Et William Marx écrit ce sujet. Donc Valéry donne congé à la littérature ou prend congé de la littérature, congé historique d'abord. De 1896, date de parution de la soirée, jusqu'à 1917, année de la Jeune Parc, Valéry ne publia guère que des fragments de ses cahiers ou des rares articles à caractère technique. Adieu générique aussi. Pour le poète, Valéry, qui concevait la poésie comme la quintessence de l'art littéraire, le passage au récit en prose avec la soirée représentait une rétractation radicale dont on ne saurait exagérer l'importance. Et c'est vrai que pendant 20 ans, pendant 25 ans, entre 1892 et 1917, jusqu'à la Jeune Parc, Valéry n'a pas publié de poésie. Enfin, il y avait une ironie certaine à entamer cet adieu à la littérature sur le mode des récits épiques fondateurs de la tradition littéraire occidentale. L'énumération désabusée de l'Incipit, la bêtise n'est pas mon fort. Alors ça, c'est la première phrase très célèbre de la soirée avec Monsieur Test de Valéry. La bêtise n'est pas mon fort. J'ai vu beaucoup d'individus, j'ai visité quelques nations. N'évoque-t-elle pas irrésistiblement le portrait d'Ulysse, l'homme aux 1000 tours, dans le célèbre exorde homérique? De beaucoup d'hommes, il visita les cités et connut l'esprit. Donc vous voyez, il y a une espèce effectivement de dimension ironique de commencer un récit désabusé sur le mode du récit épique homérique. Alors, il y a néanmoins quand même une différence importante entre Valéry et Rimbaud. C'est que le premier, Valéry, il revient à la poésie quand même, 20 ans après. 20 ans après y avoir renoncé avec la Jeune Parc. De sorte qu'on a davantage l'impression d'une crise surmontée et d'un au revoir que d'un adieu définitif. Du moins, Valéry a-t-il
on peut dire, était réellement tenté par un adieu à la littérature, sans épouser peut-être jusqu'au bout la radicalité du geste rimbaldien. La troisième figure, sur laquelle je vais être un petit peu plus rapide, la troisième figure mentionnée par William Marx, c'est donc, je le disais tout à l'heure, l'écrivain Hofmannsthal, une sorte, on pourrait dire, de Rimbaud autrichien du début du XXe siècle. Alors pourquoi je parle de Rimbaud autrichien? Parce que Hofmannsthal était un jeune poète prodige, en fait, comme le rappelle William Marx, qui écrit dès l'âge de 16 ans. Il était apparu comme un poète prodige, donc 16 ans c'est aussi l'âge auquel Rimbaud a commencé à écrire ses premières poésies. Dès l'âge de 16 ans, il était apparu comme un poète prodige et avait commencé à fréquenter les jeunes maîtres du symbolisme allemand, Hermann Bahr et Stefan Georg, qui fondaient sur lui les plus grands espoirs. Stefan George, qui fondait sur lui les plus grands espoirs. Pourtant, en 1902, il explique dans une lettre pourquoi il décidait d'abandonner brusquement la poésie. On retrouve encore ce motif. À dire vrai, cette lettre n'était pas signée du nom de Hofmannsthal. Elle était fictivement attribuée à un jeune gentilhomme anglais du tout début du XVIIe siècle, Lord Chandos, qui s'adresse à son compatriote Francis Bacon, donc le philosophe, pour s'excuser auprès de cet ami d'avoir complètement renoncé à l'activité littéraire. Donc c'est la fameuse lettre de Lord Chandos, ou qu'on traduit aussi parfois par une lettre. Ce texte important et qui a l'avantage de montrer que la tentation de l'adieu à la littérature, elle traverse de façon transversale la littérature européenne au tournant du 19e et du 20e siècle. Ce texte important est cependant, à en croire William Marx, moins intéressant que la soirée avec Monsieur Teste de Valérie. Et finalement, il s'inscrit dans un ordre plus conventionnel, qui fait que Hofmannsthal va avoir du mal à se dépêtrer de certaines contradictions, parce qu'en laissant directement à l'écrivain l'aveu de son renoncement, contrairement au Teste de Valérie, qui est juste un double spéculaire du narrateur, l'écrivain autrichien va adopter un dispositif plus explicite, plus univoque, où il est condamné à dire de façon littéraire la douleur du renoncement à la littérature. Alors c'est toujours effectivement le même problème, la même contradiction à laquelle est soumis celui qui veut renoncer à la littérature. Écrire un livre sur le renoncement à la littérature, c'est encore faire de la littérature. Donc en ce sens, peut-être le silence de Rimbaud semble, sans aucune explication d'aucune sorte, semble peut-être le plus cohérent. Donc maintenant je passe au chapitre 2 qui s'appelle Les grands prêtres. Avec Rimbaud, quelque chose se passe donc à la fin du 19e siècle qui constitue vraiment le premier geste radical d'adieu à la littérature, associé à une dévalorisation de celle-ci. Vous vous souvenez la formule de Rimbaud qu'on a citée, je ne m'occupe plus de ça, mais sans donner aucune explication d'aucune sorte. On ne sait pas pourquoi. Encore peut-on noter, avec William Marx, le contraste aussi qui sépare les deux lettres du voyant écrites à l'âge de 16 ans par Rimbaud, dans lesquelles Rimbaud, qui font, je cite, page 37, du poète un être capital, prophète et Prométhée moderne. Et dans ces deux lettres du voyant, Rimbaud est très enthousiaste, il porte la poésie et la figure du poète très très haut. Et le silence de Rimbaud, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard seulement. Donc on a l'impression d'un virage à 180 degrés. Celui-ci dévalorisant la poésie après l'avoir en quelque sorte portée au pinacle. Et ici, comme ailleurs, on peut dire que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire que l'évolution de l'individu Rimbaud en 5 ans résume finalement toute l'évolution de l'histoire de la littérature sur 3 siècles. Parce que pour comprendre cette dévalorisation subite de la littérature, qui se produit dans les dernières décennies du 19e siècle, à partir des années 1870, il faut repartir en amont. Il faut repartir en amont et rappeler le formidable mouvement de valorisation de la littérature qui a fait d'elle une religion.
pour pouvoir dire merde à Dieu, comme disait Rimbaud, on se souvient, hein, dire merde à Dieu, et on peut dire qu'il a en quelque sorte aussi dit merde à la littérature, comme il a dit merde à Dieu. Pour pouvoir dire merde à Dieu, il faut au préalable avoir constitué un Dieu avec qui pouvoir rompre de façon éclatante. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la littérature, nous dit William Marx. On l'a d'abord portée au pinacle et on a fait d'elle une religion avant de la dévaloriser brusquement. Et pour William Marx, cette séquence de montée en puissance de la littérature et de constitution d'une littérature comme une religion, eh bien, elle s'étend grosso modo du début du XVIIIe siècle à la fin du XIXe. En gros, le point de rupture, c'est quelque part dans les années 1870. Et le point de départ de cette hyper-valorisation, on peut dire, de la littérature, c'est la théorie du sublime. La théorie du sublime, William Marx écrit « L'apothéose de la littérature se prépara de manière plus insidieuse, et le débat autour du sublime constitua sans doute l'une des étapes les plus significatives de cette irrésistible ascension. Ce fut la brèche imperceptible par où s'enfonça, sans qu'on y prit garde, le coin du sacré. » Alors, sur le sublime, les choses commencent dès la fin du XVIIe siècle, avec la traduction par Boileau du traité du sublime, attribué fautivement au philosophe et rhéteur grec Longin du IIIe siècle. Et en fait, ce n'est pas lui qui l'a écrit, ce qui fait qu'en général, on parle du pseudo-Longin, parce que ce n'est pas Longin qui a écrit le fameux traité du sublime. Cette traduction, elle paraît en 1674, soit la même année que le fameux art poétique de Boileau. Et Boileau introduit ainsi, en quelque sorte, le loup du sublime dans la bergerie de l'harmonie et de l'équilibre classique. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'on associe plutôt Boileau aux fameux arts poétiques, les règles, l'harmonie, l'équilibre, bien tout ce qui fait la littérature classique, mais c'est lui qui a traduit pour la première fois en français le traité du sublime de Longin, qui allait faire exploser tout ça. Et je pense que je dois dire que je l'ai appris en lisant le livre de William Marx. C'est très intéressant de voir que finalement le geste initial qui allait faire tout exploser en quelque sorte, il vient de Boileau. Alors, lié à une expérience de démesure, de débordement, de sidération, le sublime manifeste le dépassement de la raison par la sensibilité, et il fait trembler les règles de l'art classique. Alors, William Marx définit... c'est pas William Marx, c'est William Marx qui cite cette phrase de Boileau dans ses réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin, donc un livre qu'il a écrit en complément de sa traduction du traité du sublime. Boileau écrit « Le sublime n'est pas proprement une chose qui se prouve et qui se démontre. » Donc vous voyez, ça passe pas par la raison. Hein. C'est un merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir. Donc, et là, vous voyez, on a tout le romantisme en germe, l'idée que d'une sensibilité qui est saisie, qui est transportée, et où la raison est complètement court-circuitée, en fait. Et à partir de là, nous dit William Marx, le sublime va investir de plus en plus le champ de la littérature, et il va faire exploser les cadres du classicisme fondé sur l'imitation des anciens, au profit d'un primat de la sensibilité et d'une expérience de la transcendance, de quelque chose qui est au-delà de tout et qui dépasse le sujet rationnel. La littérature va devenir progressivement une religion, et les philosophes comme Burke ou Kant au XVIIIe siècle, mais aussi Hegel au XIXe, vont mettre la question du sublime au cœur de leur réflexion esthétique, en tentant de le séparer et de le distinguer du beau. La distinction entre le beau et le sublime, bon, voilà, c'est important parce que le beau, en général, c'est associé plutôt à l'idée d'équilibre, d'harmonie, etc., etc., alors que le sublime est lié à la démesure. Et encore une fois, dans le sublime, il y a en germe tout le romantisme aussi.
les philosophes que j'ai cités vont, au XVIIIe et au début du XIXe, vont mettre la question du sublime au cœur de leur réflexion esthétique, en tentant de le séparer du beau, alors même que celui-ci, le beau classique, est en déclin. Et donc, ce qui se passe, c'est que le romantisme, inéluctablement, est en train de succéder au classicisme. William Marx écrit « C'est ainsi qu'au XIXe siècle, sans que jamais personne n'en ait fait la proclamation, dans une sorte de non-dit, le sublime devint l'esthétique maîtresse, tout environné de l'aura qui le caractérisait depuis Longin. » Pseudo-Longin, en fait. La littérature s'était peu à peu transformée en objet sacré au fil d'un processus étalé sur tout le XVIIIe siècle. Alors, un bon exemple de ça, c'est ce qu'on a appelé le triomphe de Voltaire. William Marx rappelle un événement capital et peut-être sans précédent ni suite dans toute l'histoire de la littérature mondiale, qui est symptomatique de cette sacralisation de la littérature. Ce qu'on a appelé le triomphe de Voltaire le 30 mars 1778, 4 mois avant sa mort. Parce que vous vous souvenez que Voltaire meurt, alors si je ne dis pas de bêtises, en juillet 1778, il meurt à peu près au même moment que Rousseau, enfin il meurt à quelques semaines d'intervalle. Donc Voltaire est de retour après un long exil, et il brave l'interdit royal de venir à Paris, qui n'a jamais été levé contre lui, en fait, et il rentre à Paris. Il rentre à Paris, et alors là, c'est absolument indescriptible, parce que lors de sa première sortie, c'est une véritable émeute. On aurait vraiment beaucoup de peine à se représenter quelque chose d'équivalent pour un écrivain aujourd'hui, et on ne peut comparer l'émeute que provoque l'arrivée de Voltaire à Paris que une apparition publique de Tom Cruise ou autre mégastar de Hollywood. Je pense que ce n'est comparable qu'à ça. Voltaire fend une foule en délire, il se rend en carrosse à l'Académie française où il préside une séance, puisqu'il en est membre. Puis il se rend à la Comédie Française où l'on joue sa dernière tragédie à guichet fermé. Vous voyez, donc voilà, c'est un petit peu comme une avant-première en présence de Tom Cruise, quoi. Le spectacle est applaudi par une salle comble et surexcitée, impossible d'entendre les acteurs. Donc c'est vraiment, on est à un niveau de délire absolument hallucinant. Et William Marx continue en disant « Après la représentation, comme l'écrivain refusait par modestie une couronne de laurier que les vedettes de la troupe venaient de lui apporter dans sa loge, dans l'émotion du moment, les comédiens installèrent sur la scène son buste, qu'ils couronnèrent solennellement et récitèrent en l'honneur du poète des vers qu'un admirateur venait d'improviser et dont la copie circula aussitôt parmi le public. » Voltaire fut enfin porté en triomphe jusqu'à son carrosse, qui le ramena chez lui en se frayant difficilement un chemin à travers les acclamations et le peuple rassemblé. Jamais sans doute, en aucun temps ni aucun lieu, un écrivain ne jouit d'une telle consécration populaire. Et on peut noter, pour compléter ce que dit William Marx, que le peintre Joseph Siffred Duplessis, le peintre Duplessis avait anticipé ce triomphe de Voltaire 4 ans plus tôt, en 1774, dans l'une de ses toiles qui s'appelle « Le triomphe de Voltaire », qu'on peut encore voir au château de Ferney. Ce qui se joue dans cette scène, c'est ce que l'historien de la littérature Paul Bénichou a appelé le sacre de l'écrivain, et qui va déboucher dans la première moitié du siècle suivant sur le temps des prophètes. L'écrivain romantique devenant une figure sacrée et religieuse, douée de visions en quelque sorte extra-lucides. On pense par exemple bien sûr à Victor Hugo. Et William Marx fait un parallèle entre cette transe collective du triomphe de Voltaire à Paris et le mesmérisme qui se répand à l'époque. Puisque Mesmer, en effet, est arrivé à Paris juste un mois avant, en février 1778, et il prétendait, par le magnétisme animal, provoquer chez ses patients des sortes d'états de transe analogues aux émotions esthétiques. Et William Marx rappelle également qu'on retrouve ces enjeux
dans aussi la réception du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse. C'est à 1762, puisqu'il y a des lecteurs qui écrivent à Rousseau pour lui parler de l'état de transe et des crises de larmes dans lesquelles les plonge la lecture du roman. Et j'ajouterais également, pour aller dans le sens de ce que dit William Marx, ce qu'on appelle l'effet Werther. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, à propos du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, donc publié en 1772, si je ne dis pas de bêtises. Et bien ce roman a provoqué une épidémie de suicide en Europe. Vous voyez, donc là, il y avait vraiment une idée qu'effectivement, la littérature, parce que le protagoniste se suicide à la fin, il y a par une sorte la littérature produit des effets de contagion mimétique par le biais d'une sensibilité en quelque sorte exacerbée. Et donc, le nouvel idéal qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, c'est un idéal de transparence du sujet à lui-même, à travers l'expérience immédiate de la sensibilité, et transparence du langage à lui-même, puisqu'on fait confiance au langage pour dire le réel. Le langage touche directement l'âme du sujet, sa sensibilité, il y a une espèce d'harmonie parfaite en quelque sorte entre les deux. Et donc William Marx écrit à propos du langage, sa capacité à atteindre le réel, à le transmettre intact, voire à agir sur lui, en fit l'outil absolu de toute rencontre avec le monde. Si dans ce système, les écrivains donc deviennent les grands prêtres, eh bien les critiques sont les gardiens du temple. Et William Marx cite à ce propos les deux plus grands critiques européens du XIXe siècle, Sainte-Beuve pour la France et Matthew Arnold pour l'Angleterre, qui joue effectivement ce rôle littéralement de gardien du temple. Alors, j'en viens maintenant au chapitre 3. Comme nous l'avons vu auparavant, le sacre de la littérature reposait sur une sorte finalement de relation circulaire entre elle et la société. William Marx écrit « Plus les écrivains prétendaient pouvoir donner du sens à la société, ce même sens que la religion n'était plus en mesure d'offrir, plus la société leur conférait en son sein une responsabilité éminente. Mais la situation était instable. Le sens offert par la littérature était lui-même garanti par la position qu'elle occupait dans la hiérarchie sociale, une position dominante. » Et au début du 3e chapitre de son livre, William Marx compare ainsi la littérature à une sorte de bulle spéculative dans laquelle la société du 19e siècle, qui est en voie de laïcisation malgré tout, enfin particulièrement en France, parce que la Révolution française a eu lieu, donc il y a eu une rupture quand même par rapport à l'ordre féodal chrétien, eh bien, il compare donc la littérature à une sorte de bulle spéculative dans laquelle la société du 19e siècle en voie de laïcisation a investi en quelque sorte tout son pouvoir symbolique et sacré. Mais le problème, comme dans toute configuration spéculative, c'est que plus cette bulle monte, plus le risque de chute brutale croît si l'on n'y croit plus. Accent circonflexe sur le premier et pas d'accent circonflexe sur le deuxième. La croissance implique la croyance. Bon, on pourrait faire un cours sur l'importance du facteur psychologique en économie et dans les crises boursières et financières. Or, justement, le ver est en quelque sorte déjà dans le fruit, puisque dès la fin du XVIIIe siècle apparaît la théorie de l'art pour l'art, qui va précipiter l'autonomisation de la littérature par rapport à la société et par rapport à la demande sociale. Cette théorie de l'art pour l'art, elle est issue de Kant et de Schiller, et elle passe les frontières pour se diffuser dans toute l'Europe du XIXe siècle. Alors comment est-ce qu'elle est arrivée en France ? En 1833, il y a un jeune critique littéraire socialiste qui s'appelle Hippolyte Fortoul, qui n'est pas très connu, mais c'est lui qui évoque de façon péjorative la théorie de l'art pour l'art. C'est lui qui est le premier à utiliser l'expression l'art pour l'art en français, et dans sa bouche, ou sous sa plume, c'est une expression péjorative en fait, puisqu'à travers cette expression, il reproche à certains écrivains
leur mépris de la mission politique et sociale de la littérature. Et il reproche ça en particulier au Victor Hugo, au jeune Victor Hugo poète des années 1820-1830, au Victor Hugo des rayons et des ombres, des feuilles d'automne, etc., etc. Et en 1834, alors ça peut-être vous connaissez, Théophile Gautier répond avec un texte très célèbre, la fameuse préface de Mademoiselle de Maupin, qui est après publiée en 1835. Mais le texte a d'abord été publié, je crois, dans la presse, enfin dans une revue en 1834. Eh bien, dans la fameuse préface de Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier, lui, il va prendre pour cible les apôtres de l'art utile. Et il va dire que l'art n'est pas là pour servir la société, l'art est à lui-même sa propre fin. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'art pour l'art. Donc, à travers ce débat qui commence à apparaître en France dans les années 1830 de l'art pour l'art, finalement l'insertion sociale de la littérature, même si c'est sur un mode hautement valorisé et sacralisé, cette insertion, elle se trouve petit à petit mise en question. Et William Marx écrit, pour Gautier comme pour Hugo, le concept d'une littérature pure servait à affirmer l'idée que l'art ne doit être limité par rien, et en particulier par aucun critère esthétique préconçu. On retiendra au passage que Gautier n'a pas inventé, comme on le prétend parfois, la théorie, ni encore moins l'expression de l'art pour l'art. C'était le malheureux Fortoul, qu'on a un petit peu oublié, mais William Marx effectivement le rappelle. Et on peut aussi noter ce qui est intéressant, ce que j'ai appris, ou ce que j'ai redécouvert, peut-être que je l'avais oublié en lisant ce livre, c'est que comme le mot impressionnisme, vous savez que le mot impressionnisme à l'origine était une expression inventée par un critique de l'art de Monet, donc c'était un mot péjoratif. Et bien, comme pour impressionnisme, cette expression d'art pour l'art, elle a d'abord été à l'origine inventée par les détracteurs de cette doctrine. Ça arrive souvent dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des idées, que un mot qui s'impose est d'abord péjoratif et il est récupéré par les adversaires. Il retourne justement le stigmate en quelque chose de valorisant et d'honorable. Donc il y avait ce premier point de l'art pour l'art. Alors si on avance dans le 19e siècle, on voit que l'année 1857 semble une date charnière dans le processus d'autonomisation de la littérature, avec deux procès retentissants qui concernent deux chefs-d'œuvre de la littérature française et universelle aussi du 19e siècle, à savoir Madame Bovary de Flaubert et Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ces deux livres paraissent la même année et tous les deux subissent un procès pour immoralité. Donc les deux livres sont accusés d'immoralité. Flaubert, qui avait des appuis et des amis haut placés dans la bourgeoisie du Second Empire, sera acquitté, alors que Baudelaire, lui, sera condamné. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on retrouve 20 ans plus tard dans cette séquence le même Hippolyte Fortoul qui avait lancé en 1833 les polémiques autour de l'art pour l'art. Et il se retrouve à nouveau dans le camp de l'accusation 20 ans plus tard, mais en passant en quelque sorte de gauche à droite, puisqu'il est désormais ministre de l'instruction publique de Napoléon III. Et ce qui est amusant, comme le fait remarquer William Marx, c'est que en 1833, il critiquait l'absence d'engagement social des auteurs, et maintenant, il épingle l'immoralité des œuvres littéraires. Même s'il meurt en 1856, avant les deux procès. Et selon William Marx, ces deux procès retentissants, on est une quinzaine d'années avant le renoncement de Rimbaud à la littérature, et bien selon William Marx, ces deux procès retentissants sont le symptôme finalement d'une crise de confiance grandissante entre littérature et société. Et il en propose une interprétation renouvelée contre la vision trop facile
du triomphe finalement de l'ordre moral du Second Empire qui écraserait la littérature ou la créativité littéraire. Et il montre que la société, finalement, notamment à travers le fameux Pinard, qui est le substitut du procureur, qui a mené l'accusation pour les deux procès, celui de Flaubert et celui de Baudelaire, eh bien, William Marx montre que la société, elle a vécu finalement ces mises en accusation de la littérature comme un véritable déchirement, comme une trahison finalement par rapport aux missions qui avaient été confiées à l'écrivain. Et William Marx écrit à ce sujet: ces deux procès exemplaires, donc Flaubert et Baudelaire, ne doivent pas être compris comme une tentative autoritaire de subordination de la littérature à la société par le biais de la censure, mais bien plutôt comme un appel au secours de la société en direction de la littérature. Vous voyez, une interprétation qui n'est pas du tout celle qu'on donne habituellement. Loin de vouloir soumettre la littérature, la société refusa de s'en émanciper. Et il ajoute, significativement, le double réquisitoire contre Madame Bovary et les Fleurs du Mal se conclut sur un éloge du livre et sur la responsabilité, voire la mission qui incombe à l'écrivain. Imposer à l'art l'unique règle de la décence publique, ce n'est pas l'asservir, mais l'honorer, affirma l'avocat général. William Marx en profite au passage pour nuancer et même contredire la thèse de Bourdieu dans le livre Les règles de l'art, en disant que le mouvement d'autonomisation de la littérature ne s'est pas fait avec la société, mais plutôt en quelque sorte malgré elle et contre elle. Alors je n'approfondis pas ce point par manque de temps, mais je pense que je l'interrogerai là-dessus, parce que moi-même je suis un fan de Bourdieu. J'ai relu encore récemment ce livre, Les règles de l'art, qui est pour moi un très grand livre. Donc j'interrogerai sans doute William Marx là-dessus la fois prochaine. Et j'en profite pour dire d'ailleurs de façon plus générale que je ne cite pas tous les éléments du livre. Hein. Je laisse de côté beaucoup d'éléments de référence et d'auteurs cités par William Marx dans ce livre pour en prélever certains, juste parce que mon but c'est essentiellement de vous donner une idée schématique, mais que j'espère la moins inexacte possible, de l'adieu à la littérature, et de vous donner surtout, à travers ce compte-rendu commenté, l'envie de le lire. Alors, donc je continue, j'en arrive au chapitre 4, qui s'appelle « L'enfermement dans la forme ». Dans la continuité de l'émergence des théories de l'art pour l'art et de la crise de confiance entre littérature et société, incarnée de façon topique par les deux grands procès français de 1857, Flaubert et Baudelaire, la littérature, nous dit William Marx, se replie sur elle-même à la fin du XIXe siècle et organise ce repli autour du concept de forme. Ce qui va être important, ça va être la forme maintenant. Une étape capitale dans cette perspective est le livre de Nietzsche, La naissance de la tragédie, 1872, un livre qui est contemporain, on peut le rappeler, de la période où Rimbaud écrit, que j'évoquais donc Rimbaud que j'évoquais au début de la séance. Dans cet ouvrage, le jeune Nietzsche, c'est son premier livre, s'empare d'une question à laquelle s'était heurtée toute la tradition philosophique avant lui: comment expliquer que la tragédie, qui représente les malheurs d'êtres humains, produise autant de plaisir chez les spectateurs? Comment comprendre et justifier le fait que des événements qui, s'ils étaient vécus, produiraient le désespoir et l'affliction, soient accueillis avec faveur et même avec ferveur sur une scène de théâtre? Alors, bien sûr, il y avait plusieurs explications qui avaient été proposées jusqu'ici. Selon Schlegel, le plaisir propre à la tragédie viendrait de la beauté de la lutte désespérée entre la liberté humaine et le destin. Selon Hegel, un autre philosophe, le plaisir pris à la tragédie viendrait du soulagement lié au fait que finalement le dénouement, avec la mort du héros principal en général, réinstaure l'unité et l'harmonie
en châtiant la démesure du héros tragique, donc ce sera en quelque sorte un plaisir de soulagement, ou bien, selon la théorie la plus célèbre qu'on apprend encore aujourd'hui au lycée, le plaisir de la tragédie viendrait de la purgation, de la fameuse catharsis des passions et des émotions les plus violentes qui seraient vécues donc, par la procuration de la représentation théâtrale et de ce qu'on pourrait appeler une sorte de transfert un petit peu au sens psychanalytique du terme. Donc ça, c'est l'interprétation de Aristote, l'interprétation de la catharsis. Alors, l'apport de Nietzsche sur cette question de la tragédie, elle consiste à passer justement d'un paradigme moral, qui est commun aux trois interprétations que j'ai mentionnées, à un paradigme purement esthétique. Donc le plaisir pris à la tragédie ne s'explique pas de façon morale, mais il s'explique de façon esthétique. Et le plaisir pris à la tragédie, c'est un pur plaisir esthétique et formel, dit Nietzsche, qui est comparable à celui de la dissonance en musique, justement. Et on connaît l'importance centrale de cet art dans la vie et la pensée de Nietzsche. William Marx écrit à ce sujet « Grâce au parallèle judicieux de la dissonance musicale et du mythe tragique, ce que l'on considérait auparavant comme des simples aberrations du sens esthétique, prend force désormais de paradigme, susceptible de bouleverser toute la réflexion antérieure. Il s'agit de plaisirs esthétiques purs, indépendants de toute justification rationnelle et morale, devant lesquels la philosophie doit finalement avouer son impuissance. En somme, le grand apport de Nietzsche consiste à séparer radicalement l'ordre esthétique et celui de la raison réflexive. Et donc je parlais de musique, c'est pour ça que dans ces années-là, dans les années 1870, 1880, 1890, il y a un nouveau paradigme qui va s'imposer pour la littérature, c'est la musique. William Marx insiste dans ce 4e chapitre de l'adieu à la littérature sur un point capital. Ce tournant formel de la littérature, c'est en même temps un tournant musical. En effet, depuis les origines, la littérature avait comme paradigme, comme modèle, les arts plastiques. C'est la fameuse phrase de Simonide de Kéos que William Marx rappelle. La peinture est une poésie muette, la poésie une peinture parlante. Et quelques siècles plus tard, le poète latin Horace dira, ça je ne l'ai pas mis sur le diapo je crois, ut pictura poesis. La poésie est comme la peinture. Donc ce modèle issu des arts plastiques, il a dominé pendant plus de 2500 ans. L'art de référence pour la littérature, c'est la peinture, ce sont les arts visuels, ce sont les arts plastiques. Et la musique et les lettres, alors pour reprendre le titre d'un texte célèbre de Mallarmé, qui a lui-même joué un rôle central dans le tournant formel et formaliste de la littérature, la musique et les lettres vont désormais avoir une communauté de destin. Contrairement au tableau, en effet, ce qui caractérise la musique, c'est que c'est une forme pure et qu'elle n'est susceptible d'aucune description, d'aucune paraphrase. Or, si la musique est par définition au-delà des mots et permet d'exprimer l'ineffable ou l'indicible, seule la musique peut parler de la mort, dit par exemple Malraux dans La condition humaine. Donc si la musique est au-delà des mots et permet d'exprimer l'ineffable et l'indicible, alors, si la musique est par définition au-delà des mots, l'instrument de la littérature, ce sont justement les mots. Et c'est là où il y a en quelque sorte un malentendu, parce qu'en se donnant comme paradigme la musique, William Marx nous dit que la littérature se tire en quelque sorte une balle dans le pied. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire, puisque en prenant comme modèle la musique, la littérature se tire une balle dans le pied, puisqu'elle se condamne à ne jamais être à la hauteur de son modèle. Ce qui caractérise la musique, c'est qu'elle exprime des choses qui sont au-delà des mots. Or, l'instrument même de la littérature, ce sont les mots. Donc, comment peut-on dire avec des mots des choses qui sont au-delà des mots ? On a l'impression d'un paradoxe ou d'un problème inextricable. De cette façon, la littérature poursuit ainsi son inarrêtable processus de dévalorisation
entamée depuis le mi-temps du XIXe siècle. Et William Marx écrit à ce sujet « La valorisation de la forme littéraire par le biais de la musique exposa la littérature elle-même à la dévalorisation, parce que l'art du langage ne peut en aucun cas rivaliser sur ce terrain à armes égales avec celui des sons. Une telle dépréciation fut particulièrement sensible chez Henri Bergson, dont l'œuvre exerça une si grande influence sur ses contemporains. » Alors, j'en arrive au chapitre 5, qui s'appelle « Poésie du désastre ». Alors, le chapitre 5 de l'adieu à la littérature, intitulé « Poésie du désastre », forme un diptyque avec le suivant, dont le titre est « Désastre de la poésie ». Il s'agit de mettre face à face la grande catastrophe du XVIIIe siècle, le tremblement de terre de Lisbonne, qui fit 30 000 morts le 1er novembre 1755, et celle du XXe siècle, dont Auschwitz est le nom et le symbole topique. Donc il s'agit de mettre face à face ces deux catastrophes dans les effets respectifs qu'elles ont eus sur la littérature de leur temps, et en particulier sur la poésie. William Marx rappelle que le tremblement de terre de Lisbonne a été l'un des événements les plus importants du XVIIIe siècle. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. On pense que la Révolution française, par exemple, est plus importante, mais la date de 1755 est bien plus importante au niveau européen, au niveau mondial, que la date de 1789. Ce tremblement de terre a vraiment produit ce que l'historien Paul Hazard a appelé une crise de la conscience européenne. Ce séisme tellurique, c'est en effet également un séisme idéologique qui va couper le siècle en deux. Et William Marx écrit « L'événement eut un tel retentissement qu'on a coutume de dater de 1755 la fin d'une certaine conception optimiste des Lumières qui allait céder la place à une version plus pessimiste. Sans doute est-ce trop forcer le trait que de fixer une limite chronologique aussi brutale. Il n'en reste pas moins que le séisme de Lisbonne bouleversa tous ceux qui comptaient sur la raison et la science pour améliorer la condition humaine. » Or, ce qu'il y a d'étonnant, nous dit William Marx, c'est que cette catastrophe impossible à justifier, qui constitue un défi pour la pensée rationnelle, ne remet pas en question la littérature à l'époque. Il est possible de versifier l'impensable. Et nous retrouvons de nouveau ici Voltaire, dont nous avons évoqué l'apothéose de 1778 à la fin de sa vie, donc dans le chapitre 2. Puisque Voltaire écrit en effet un très célèbre poème sur le désastre de Lisbonne de 234 vers, qui est publié dans la foulée des événements. Et William Marx écrit « Alors même que le tremblement de terre mettait à bas l'optimisme mesuré qu'il avait depuis toujours cherché à propager, il n'y eut rien de plus pressé que de mettre en vers le désarroi qui le saisissait. À la poésie échut la mission de dire l'échec de la pensée face à un cataclysme aussi inconcevable. » Et le poème de Voltaire rencontre un succès immédiat dans toute l'Europe, dès sa première publication officielle en 1756, et d'autres auteurs, y compris portugais, emboîtent le pas en versifiant la catastrophe, à tel point que le tremblement de terre de Lisbonne devient très rapidement une sorte de lieu commun, qui est même parfois repris de façon ironique ou comique ou au second degré, quelques années juste après la catastrophe. Et donc cet épisode, dit William Marx, finalement, elle illustre la confiance absolue qu'on fait encore à la littérature, qu'on accorde encore à la littérature dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il en va bien évidemment tout autrement d'Auschwitz et des camps du XXe, dont il est question dans le chapitre suivant. Beaucoup se souviennent de la phrase emblématique du philosophe allemand de l'école dite de Francfort, Theodor Adorno, qui a déclaré dans un texte de 1951, repris dans le recueil d'articles Prisme, 1955, qu'il était barbare d'écrire un poème après Auschwitz. Alors voici le passage précis. Adorno écrit, donc William Marx le cite, page 125, « La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie.
Et écrire un poème après Auschwitz est barbare. Et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Bizarrement, alors que la religion de la littérature n'existe plus depuis un siècle, au vu du basculement qu'on a évoqué auparavant, la poésie, alors même que la littérature n'a plus de pouvoir sacré, la poésie devient littéralement sacrilège. Et Adorno expulse le poète, non pas de la cité, comme Platon dans la République, mais il l'expulse des possibles culturels, en quelque sorte, post-1945. Et on notera qu'il ne remet pas en cause la philosophie. On ne peut pas écrire de poèmes, mais on peut quand même continuer à faire de la philosophie, quand bien même aussi on serait confronté à l'impensable. Bon voilà, on pourrait quand même lui dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais bon, ça c'est une petite remarque en passant, parce qu'on va voir que cette proposition, elle est très contradictoire en fait. Quelle est l'idée d'Adorno? L'idée d'Adorno, quand il dit qu'il n'est plus possible d'écrire un poème après Auschwitz, c'est que la culture occidentale, ayant produit à la fois la poésie et le désastre des camps, eh bien, finalement, le second, le désastre des camps, oblitère définitivement la possibilité de la première, la poésie. Comme le note William Marx, la position d'Adorno s'inscrit dans un processus de radicalisation de la crise symboliste qui avait été initiée notamment par Mallarmé à la fin du 19e siècle. C'est la poésie, cette idée introduite par Mallarmé, c'est que la poésie doit dire de façon suggestive l'échec même de dire, le fait de ne pas arriver à dire. Et donc finalement, poussé à son maximum de radicalisation, c'est toujours la même chose, on se retrouve face au silence, au vide, au fait à la page blanche en fait. Et donc, William Marx écrit « Aux yeux d'Adorno, la poésie de l'échec du langage n'est pas plus acceptable que celle qui a confiance dans les mots. Il ne suffit plus de proposer la poésie comme une compensation de l'inadéquation du langage au réel. C'est le principe même de toute compensation qui est mise en cause, de sorte que la problématique mallarméenne se trouve définitivement dépassée. » Pour les symbolistes, la poésie avait pour mission de sauver le langage, en disant encore en quelque sorte qu'il était impossible de dire. Pour Adorno, il n'est plus temps, elle a définitivement failli et l'échec du langage rejaillit sur elle. William Marx insiste, à raison, à mon avis, sur la dimension contradictoire de la proposition d'Adorno qui a la puissance d'un slogan, et ce qui fait que beaucoup d'entre nous connaissent cette fameuse formule « plus de poèmes après Auschwitz ». Mais donc cette proposition a la puissance d'un slogan, mais elle souffre de nombreuses faiblesses et de nombreuses contradictions. La principale, faiblesse ou contradiction, étant qu'elle fait à la fois trop d'honneur et trop d'indignité à la poésie. Interdire l'écriture de poèmes après Auschwitz, écrit William Marx, ce fut accorder à la littérature à la fois trop d'honneur et trop d'indignité. Trop d'honneur parce que depuis longtemps, elle avait perdu les pouvoirs qui étaient les siens au XIXe siècle. Trop d'indignité parce qu'Auschwitz avait eu lieu malgré elle, plutôt qu'à cause d'elle. Et de fait, il y a quelque chose de suspect et d'étrange dans l'acharnement d'Adorno contre la poésie. Pourquoi n'a-t-il pas écrit qu'il n'est plus possible, par exemple, de faire une symphonie ou un film après les camps? Et de fait, William Marx rappelle, là aussi à raison, que la politique culturelle nazie, si on veut vraiment en parler, elle s'était appuyée avant tout sur la musique, le cinéma et les arts du spectacle, que la littérature, et surtout la poésie, y a tenu une place extrêmement périphérique. Et on pourrait ajouter que dans les camps, on jouait de la musique classique pendant les exécutions et on ne récitait pas de poèmes. Donc il y a, dans cet acharnement d'Adorno contre la poésie, quelque chose de mystérieux et d'un petit peu inexplicable. Et en tout cas, d'incohérent aussi. Et de fait, il faut bien dire qu'il y a eu de la poésie après Auschwitz. Il y en a même eu à Auschwitz. William Marx nous rappelle le célèbre passage de « Si c'est un homme » de Primo Levi, où il récite du Dante, un compagnon de camp. Mais il est vrai qu'il s'agit d'une poésie qui est antérieure au camp, une poésie antérieure à la scission du monde et du langage.
la poésie de Dante. Et par contre, la poésie post-1945, elle va trouver une voie topique avec Paul Celan. Paul Celan qui, avec par exemple son recueil La Rose de Personne, 1963, a tenté de dire l'indicible des camps. Et Adorno lui-même a pu accepter cette poésie, en y reconnaissant l'expression ultime de ce qu'il a appelé une honte de l'art. Donc finalement, il a dit oui, donc il a reconnu quand même qu'il s'était trompé sur Plus de poèmes après Auschwitz en lisant Paul Celan. Il a dit oui, la poésie est possible après Auschwitz, mais il faut que ça soit en quelque sorte une poésie qui soit honteuse d'elle-même, honteuse d'exister encore après ça. Et pour avoir droit de citer, finalement, la poésie devait exprimer une haine de soi, dans l'aveu assumé d'un échec définitif, et ainsi donner une forme à cet adieu à la littérature qui avait été thématisé de façon insatisfaisante par Hofmannsthal dans la lettre de Lord Chandos que j'évoquais au début. Mais il ne fallait plus que cet échec soit triomphant ou triomphal, qu'il soit sûr de lui et plastronant. Il fallait que cet échec soit en quelque sorte hanté par la mauvaise conscience permanente de l'histoire pour avoir un sens et pour donner en quelque sorte un sens au non-sens absolu de la Shoah. Dans le chapitre 6, William Marx revient largement sur la réception contradictoire dont a fait l'objet la poésie de Celan, Paul Celan, puisque certains lui reprochent d'en faire trop, d'autres au contraire pas assez. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu là une étape dans le déclassement et la dévalorisation de la poésie, symptôme lui-même central du processus d'adieu à la littérature. Et sur la poésie, William Marx note la chose suivante, il dit « La faible audience actuelle de la poésie démontre suffisamment cette évolution qui relève d'abord d'une perte de confiance dans les pouvoirs de l'art. À tort ou à raison, et parce que la poésie avait proclamé elle-même son incompétence, le corps social dans son ensemble ne croit plus qu'elle puisse raconter le monde. Pour cette tâche, on lui préfère le cinéma ou à la rigueur le roman. » Voilà, donc je vous avais parlé il y a quelques instants de l'effet Werther. Vous voyez, donc le chapitre 7 s'appelle Suicide en série. C'est sans doute un petit clin d'œil à ce fameux effet Werther. Et alors, l'idée de ce chapitre 7, c'est que au cours du processus d'adieu à la littérature qui commence donc dans la seconde moitié du 19e, dans les années 1860-70, pour se prolonger tout au long du 20e, et une question étant de savoir ce qu'il en est au 21e, on pourra interroger William Marx là-dessus dans 3 semaines, eh bien, ce processus d'adieu, donc, au cours de ce processus d'adieu, ce sont 3 composants ou composantes fondamentaux de la littérature qui vont être remises en question de façon de plus en plus brutale et radicale, nous dit William Marx, l'écriture, l'écrivain et la critique. Et il écrit à ce sujet l'écriture, l'écrivain et la critique. Malgré les apparences, ces éléments provenaient d'un héritage assez récent. L'importance accordée à l'écriture datait de la révolution formelle du milieu du XIXe siècle. La critique objective, historique et philologique, qui régnait au début du XXe siècle, avait été inventée par Lachmann, Sainte-Beuve et Taine. Quant au statut social de l'écrivain, il ne remontait pas au-delà de la fin du XVIIIe siècle avec l'institution des droits d'auteur. Donc ça, c'est dans les années 1780, c'est Beaumarchais, peut-être comme certains d'entre vous le savent, qui a joué un rôle important dans la reconnaissance du statut d'écrivain comme profession et donc du fait que l'écrivain devait avoir droit à des droits d'auteur sur ses livres. Et finalement, les éléments qui vont être remis en question et dont les bases vont être sapées, tous ces éléments ont une date de naissance assez récente, et la déflagration qui va les balayer au cours, surtout de la seconde moitié du XXe siècle, n'en va pas moins être très brutale. Alors, premier point, fin de l'écriture. La hantise du silence. Dans un livre célèbre, mais un peu oublié aujourd'hui, intitulé « Les fleurs de Tarbes ou la terreur dans les lettres », publié en 1936, l'écrivain, critique et éditeur, donc figure historique de Gallimard, Jean Paulhan, diagnostique dans les années 1930 le mal profond dont souffre la littérature depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Et ce mal, c'est une méfiance pathologique envers le langage,
dont la philosophie de Bergson, qui est fondée sur un divorce entre les mots qui sont figés et la vie qui est en mouvement. Donc le langage étant fixe et figé, ne peut pas saisir le mouvement, ne peut pas saisir la vie qui est toujours en mouvement. On trouve un petit peu Héraclite tout à l'heure sur le mobilisme. Eh bien, donc cette méfiance pathologique envers le langage qu'on voit dans la philosophie de Bergson constitue sans doute le symptôme le plus évident, dit Jean Paulhan, du mal profond dont souffre la littérature. Et les écrivains sont ainsi hantés par la peur du cliché, par la peur du lieu commun, par la peur de l'idée reçue. On pense à Flaubert, par exemple. Et ce n'est pas par hasard que justement Paulhan cite Rimbaud, qu'on évoquait au début de la conférence, et il dit, c'est cité par William Marx, page 145, « Ce n'est pas sans de solides raisons que nous avons fait un saint de Rimbaud qui cessa d'écrire et précisément émigra à 20 ans. » Et après cette pars destruens, cette partie destructrice, Paulhan ambitionnait d'écrire une pars construens, une partie constructive où il aurait proposé une rhétorique nouvelle qui permettant une réconciliation du langage et du réel. Bon, mais il n'a pas été au bout de ce projet. William Marx insiste sur une autre figure dans cette configuration qui est celle de Sartre. Loin de la carte postale de l'écrivain engagé et du Voltaire du XXe siècle, qui aurait eu une confiance absolue dans les pouvoirs du langage, William Marx insiste sur le fait qu'il y a chez Sartre une conscience au contraire très aiguë des limites du langage. L'engagement est en lui-même finalement une réponse à ce vide du langage, et il ne se comprend que par rapport à lui. C'est pour ça que William Marx écrit sur Sartre ainsi: l'injonction sartrienne de l'engagement, qu'on a coutume d'opposer artificiellement à la littérature du silence, si florissante dans l'après-guerre, doit-elle se comprendre elle-même comme la réponse à une crise du langage dont un roman comme La Nausée avait déjà posé le diagnostic. D'ailleurs, La Nausée qui paraît à peu près au même moment, à quelques années près, que Les Fleurs de Tarbes de Paulhan. Je crois que c'est 1932, si je ne dis pas de bêtises. Loin de se constituer en pôles antithétiques de la littérature à l'issue de la guerre, comme on le croit communément, l'engagement de Sartre et le minimalisme de Blanchot ou Beckett se répondent plutôt comme deux versants d'un même syndrome, celui d'une méfiance envers le pouvoir des mots. De même, en effet, que la problématique du sublime, on l'a vu, a dominé toute la seconde moitié du XVIIIe siècle, avant de déboucher sur les mages romantiques triomphants du XIXe, et bien de même la problématique du silence, de l'indicible, des limites de la parole, eh bien elle traverse toute la seconde moitié du XXe siècle, au point de devenir, comme dit William Marx, page 147, une sorte de pont aux âmes de la théorie littéraire. On pourra citer en plus de Beckett et Blanchot Duras, Robbe-Grillet, Sarraute, ou parmi leurs héritiers minimalistes actuels, Echnoz ou la récente prix Nobel Ernaud. Cette remise en question de l'écriture, elle va se faire également de façon plus ludique du côté de l'Oulipo, que William Marx analyse longuement là, dans une partie que je dois malheureusement sauter. Mais là, sur le mode ludique, sur le mode léger, il y a aussi quand même une remise en question de l'écriture littéraire. Troisième point, le mythe de l'écrivain qui n'écrit pas. Au XXe siècle apparaît dans le sillage de Rimbaud et du Monsieur Teste de Valéry la figure de l'écrivain sans œuvre. Alors, on se souvient des deux célèbres suicidés du surréalisme, Jacques Vacher, qui s'est suicidé à 23 ans, et je dis du surréalisme, mais ils n'étaient pas surréalistes. Enfin, Rigaud était dadaïste, mais ils ont beaucoup, en particulier Vacher, ils ont beaucoup influencé les écrivains surréalistes, notamment bretons. Et qu'est-ce qu'ont en commun ces deux écrivains? Ils n'ont presque rien publié de leur vivant, même s'ils ont écrit et qu'il y a des textes et des lettres qui paraîtront après leur mort, et ils ont tenté que leur vie soit leur œuvre. Et
à travers leur suicide, et leur suicide jeune, 23 ans pour Vacher, 30 pour Rigaud, 31, ou 30 je crois, oui c'est 30 c'est ça, et bien à travers leur suicide jeune, ils radicalisent en quelque sorte le geste rimbaldien d'adieu à la littérature, puisqu'ils ne se contentent pas de partir en voyage, ils se suicident. Mais comme le note William Marx, il y a encore dans le suicide un reste de sublime et un reliquat de romantisme. Encore le suicide pouvait-il paraître à bien des égards comme un acte un peu trop héroïque, trop ouvertement romanesque et littéraire. Il fallut à cette littérature de l'adieu un héros plus neutre, plus gris, moins flamboyant. Roberto Baslen le lui fournit, qui devint pour la littérature italienne de la seconde moitié du XXe siècle une figure de légende, celle de l'écrivain qui n'écrit pas. Alors, un mot sur ce Roberto Baslen. Je dois vous avouer qu'avant de lire l'adieu à la littérature, eh bien, je n'avais jamais entendu parler de Roberto Baslen. Cet Italien, mort à 63 ans, et donc non pas à 23 comme un Jacques Vacher, parce que, comme dit William Marx, c'est facile de ne rien publier quand on meurt à 23 ans. Mais quand on meurt à 63 et qu'on a passé toute sa carrière dans le milieu littéraire, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, cet Italien qui est mort à 63 ans, il a passé sa vie justement dans le monde de l'édition et des écrivains. Il a découvert et révélé Svevo, il a fréquenté Saba, Montale, Morante ou Moravia. Donc, il connaissait tous les écrivains les plus connus de l'époque, en fait. Il les éditait parfois. Et il a été donc le conseiller le plus respecté de plusieurs éditeurs de renom. Mais en même temps, il n'a jamais rien écrit. Alors, ou pour être plus précis, il n'a jamais rien publié de son vivant. Alors même que, parfaitement intégré dans le milieu littéraire et éditorial, eh bien, il aurait eu toutes les facilités pour le faire. Et donc, William Marx nous dit que rapidement, ce Roberto Baslen va devenir une sorte de mythe et de personnage romanesque. Et il écrit à ce sujet, parce qu'on trouve Baslen dans plusieurs romans. Tel fut le destin paradoxal de Baslen, qui, n'ayant rien écrit lui-même, selon la légende, éveilla néanmoins chez beaucoup un puissant désir d'écriture. À la fin du XXe siècle, on pouvait compter au moins 5 romans qu'il avait pris pour un de leurs personnages, ou sous son propre nom, ou avec une identité d'emprunt, sans parler des poèmes où Montale, donc Eugenio Montale, le mentionne. Il serait trop simple d'attribuer une telle fortune romanesque à la fréquentation assidue des milieux littéraires, une vie durant. Indéniablement, Baslen ne put inspirer tant d'œuvres que parce que lui-même n'en avait pas produit. Il fut le moyeu vide autour duquel tournent les rayons de la roue, selon une image de Lao Tse qui n'aurait pas déplu à ce familier du taoïsme. Quatrième point, ce que William Marx appelle la fin de la critique. Alors, le troisième élément, oui c'est ça, le troisième, pas le quatrième, le troisième élément des suicides en série analysé par William Marx dans le 7e chapitre de son livre est, en plus de l'écriture et de l'écrivain, la critique. Et en particulier la critique positiviste, donc entre guillemets scientifique, issue de Sainte-Beuve. De façon générale, au XXe siècle, on assiste à des phénomènes d'hybridation entre romans, fiction, critique, théorie. Les genres deviennent de plus en plus flous et de moins en moins clairs. Le meilleur exemple, c'est À la recherche du temps perdu de Proust, puisque c'est un roman qui est issu à l'origine d'un essai critique, le Contre Sainte-Beuve. Et c'est un roman qui va mélanger des séquences narratives avec des réflexions philosophiques sur l'art, sur l'existence, sur la littérature, etc., etc. On pourrait aussi citer L'homme sans qualité de Musil, qui hybride aussi le romanesque et le philosophique ou l'essayistique. Et tout ce mouvement aboutit aussi au concept de fiction théorique, un concept qui a été développé à travers de nombreux livres par Pierre Bayard dans les années 2000, vous savez, celui qui a écrit « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Le plagiat par anticipation, enfin bon, il en a écrit plein, où il joue finalement avec, enfin il appelle ça des fictions théoriques en fait. Donc on est à la fois dans l'univers de la théorie littéraire et en même temps dans l'univers de la fiction. Donc ça mélange les deux. Enfin ça, William Marx le cite pas directement dans son livre, mais c'est un exemple intéressant aussi sur le fait qu'au XXe siècle, les genres et la
distinctions entre la critique et la fiction peuvent se mélanger et s'hybrider. Et donc cette fin progressive de la critique, nous dit William Marx, elle s'est développée de deux façons symétriquement inverses en France et dans les pays anglophones. En France, le schéma classique, l'auteur et l'œuvre, a été dépassé par les tendances formalistes qui ont été évoquées dans le chapitre 4 sur l'enfermement dans la forme. William Marx écrit « La critique biographique de Sainte-Beuve, qui cherchait l'homme derrière l'œuvre, la critique scientifique de Taine, qui expliquait les œuvres par la race, le milieu et le moment, la critique lansonienne, donc issue de Gustave Lanson, des sources qui interprétaient l'œuvre comme la résultante quasi mécanique des lectures de son auteur, autant de propositions théoriques de nature positiviste qui asseyaient leur légitimité sur la croyance en une transparence du langage par rapport à la réalité. » Or, si la littérature est de plus en plus une affaire de forme, de texte pur, il devient compliqué d'y retrouver une quelconque référence extérieure, un monde social, une biographie d'un auteur, etc., une référence à partir de laquelle elle pourrait être analysée. La critique se voit donc condamnée à la paraphrase formaliste, en quelque sorte, dont un bon exemple est constitué par l'œuvre de Blanchot, encore que celui-ci aussi plaque un certain nombre de présupposés philosophiques, que j'appellerais nihilistes, sur les œuvres et les auteurs qu'il prétend étudier. Et un autre exemple de ça, c'est la fameuse déconstruction de Derrida appliquée au texte littéraire. Donc la critique devient elle-même aussi une opération purement formelle. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde anglophone, nous dit William Marx, c'est un mouvement exactement inverse de celui de ce qui se passe en France, où l'autonomisation de la littérature par rapport à la société avait été poussée beaucoup plus loin qu'ailleurs. Dans les pays anglophones, donc Angleterre et États-Unis, c'est au contraire la société qui empiète de plus en plus dans le discours critique sur la littérature, avec la naissance des fameuses études culturelles, cultural studies, à partir des années 1950. C'est-à-dire que la littérature n'est pas étudiée en elle-même dans ses aspects esthétiques ou formels. D'ailleurs, il n'y a plus ou de moins en moins de départements de littérature autonomes. La littérature, enfin dans les universités, la littérature, elle est étudiée comme une partie de la culture. Elle est étudiée dans sa dimension culturelle comme reflet de préoccupations sociales, au même titre que le cinéma, par exemple. Et donc, il y a là, nous dit William Marx, un point commun avec le marxisme, puisque vous savez que l'idée de base du marxisme, c'est que l'infrastructure détermine la superstructure. Donc, l'infrastructure littéraire détermine reflète la superstructure sociale. Donc, la littérature n'est qu'un reflet de la société et des luttes sociales, des rapports de domination sociale. Et donc, il y a là un point commun avec le marxisme qui peut sans doute expliquer aussi pourquoi ce phénomène des études culturelles, de la culturalisation de la littérature, a tendance à se développer hors des pays anglophones. L'université française, très marxiste des années 1960-1970, a ainsi pu amorcer sans difficulté sa récente transition vers les études culturelles qu'on connaît aujourd'hui et qui montre aussi une américanisation des mœurs critiques quant à l'étude de la littérature. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les départements de littérature, il y a une présence de plus en plus forte des études sur la race, sur le genre, sur les minorités en général, etc., et que ça vient justement des États-Unis, et ça vient de cette tendance des cultural studies qui ont été importés de façon plus récente en France. Donc, voilà l'idée de ces études culturelles. William Marx écrit « Car la littérature ne forme plus un corpus autonome, régi par des lois propres et organisé selon une hiérarchie distinctive. Ces lois et sa hiérarchie coïncident dorénavant avec celles du corps social, dont elles représentent l'émanation, sinon le simple reflet. Il n'y a plus de critique littéraire, il n'y a plus que de la sociologie ou de l'anthropologie. » Alors, donc, j'aurai sans doute l'occasion, dans l'une des deux rencontres à venir, d'interroger le professeur Marx sur cette intégration, peut-être sur cette intrusion des cultural studies et sur la question des minorités et
du discours qu'on appelle depuis quelques années woke dans le champ des études littéraires. C'est intéressant de lui demander ce qu'il en pense. Donc on y reviendra dans une des deux rencontres. Alors, je vais terminer avec l'épilogue qui s'appelle « La littérature hyperconsciente ». Alors, l'adieu à la littérature ne se termine pas par une conclusion, mais de façon significative par un épilogue. C'est une façon de dire qu'on a traversé finalement moins un discours qu'une histoire, un scénario dramatique qui vérifie l'hypothèse posée au départ d'un effacement et d'une dévalorisation de la littérature en Occident, alors particulièrement en Europe, et la question se posant de savoir ce qu'il en est dans d'autres continents et dans d'autres aires culturelles. Là aussi, on pourra interroger William Marx à ce sujet, depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est une façon de dire aussi, à travers le mot épilogue, que les choses sont ouvertes. Un épilogue ouvre sur une nouvelle séquence qui laisse pressentir ou deviner. Résumons-nous donc au terme de cette conférence. William Marx écrit « Il y eut donc 3 phases, expansion, autonomisation, dévalorisation ». Donc si on, de façon très très schématique, 18e, 19e, 20e, avec les petites nuances que j'ai indiquées auparavant. De même que le XVIIIe siècle vit la montée en puissance progressive de la littérature, de même, et de façon symétrique, l'ensemble du XXe siècle fut placé sous le signe de l'adieu à la littérature. Entre ces deux périodes d'approfondissement, le XIXe siècle fut le moment crucial de retournement où les 3 phases se succédèrent à cadence rapide en entrecroisant parfois leurs effets. Mais qu'en est-il de la suite? Et qu'en est-il de la littérature du XXIe siècle, justement, du moment où on se trouve actuellement? William Marx fait l'hypothèse que le XXe siècle marque la fin d'un cycle d'adieu, et que le XXIe, alors le livre a été publié il y a 20 ans, en 2005, donc il faudra lui demander justement, 20 ans après, qu'est-ce qu'il pense de cette conclusion. Et donc William Marx dit que le XXIe pourrait être le début d'un cycle de retrouvailles. La vogue de l'autofiction, la résurgence d'une certaine forme de réalisme social dans le roman avec Houellebecq, la résurgence de l'autobiographie avec Ernaud, semble nous montrer que l'ère du minimalisme un petit peu agonisant est passée et que nous entrons dans une nouvelle phase de la littérature. J'aurai bien sûr l'occasion d'interroger William Marx sur ce point dans 3 semaines. Par ailleurs, le caractère ternaire, donc expansion, autonomisation, dévalorisation, le caractère ternaire du schéma de William Marx ne doit pas être interprété de façon néo-hegelienne comme trop rigide ou trop homogénéisant. En fait, il rappelle que toute la littérature du XXe siècle n'entre pas dans la case de l'adieu. La littérature de l'adieu a besoin de celle qui croit encore en ses propres pouvoirs et elle cohabite finalement souvent avec elle. Donc, il écrit à ce sujet il lui faut le repoussoir d'une littérature qui ne doute pas d'elle-même pour maintenir une tension qui constitue sa raison d'être. Donc là, il parle de la littérature de l'adieu. Privée de ce point d'appui, elle s'effondre. Cela explique que la littérature de l'adieu ne représente pas la totalité de la littérature contemporaine et qu'à côté de Samuel Beckett, le canon continue de réserver une place, par exemple, à John Steinbeck, auteur des Raisins de la colère, roman social. Tous les deux participent d'une polarité qui fait jouer au second rôle qui fait jouer au second, un rôle de contrepoint nécessaire au premier. De sorte que malgré les apparences, c'est le corpus littéraire tout entier qui fonctionne sur le mode de l'adieu à la littérature, lequel ne peut être efficace que tant que subsiste le souvenir de la littérature. Pour pouvoir dire adieu à quelque chose, il faut encore en avoir un souvenir. Donc effectivement, la littérature de l'adieu a besoin de la littérature en quelque sorte confiante en elle-même. Et on pourrait citer en plus Proust, un petit peu mon dada, mais je réutilise encore cette référence. William Marx ne le cite pas beaucoup dans l'adieu à la littérature. On pourrait citer en plus Proust, qui est l'écrivain sans doute le plus important du XXe siècle, dont l'œuvre majeure à la recherche du temps perdu, finalement, ne constitue pas du tout un adieu à la littérature, mais l'assomption, au contraire, d'une vocation littéraire
par le narrateur et d'une vocation littéraire qui est confiante dans les pouvoirs de la littérature et de ses moyens propres, en particulier confiant dans le pouvoir de la métaphore. Et en même temps, sur le plan biographique, l'écriture de la recherche dont Proust met le mot fin quelques mois avant de mourir, et sans pouvoir relire les épreuves des 3 derniers tomes, l'écriture de la recherche constitue bien une sorte d'adieu à la littérature de la part d'un auteur qui lui a en quelque sorte tout sacrifié avant de mourir. Donc, on voit ainsi qu'en appliquant un petit peu l'analyse de William Marx que les deux tendances cohabitent donc, y compris à l'intérieur d'un même auteur et d'une même œuvre, qui est important de le rappeler. Alors, je voudrais revenir pour terminer cette première séance à ce que dit William Marx de Beckett, Samuel Beckett, qui n'avait pas été cité jusque-là et qui est de fait une référence incontournable sur le sujet de l'adieu à la littérature, et revenir sur ce qu'il appelle, de façon pour le coup assez hegelienne, le dépassement de l'adieu. L'œuvre de Beckett est souvent interprétée justement comme le paradigme de la littérature minimaliste, de l'adieu, du vide, du silence. Les personnages de ses pièces de théâtre et de ses romans parlent alors qu'ils n'ont plus rien à dire et qu'il semble n'y avoir plus rien à dire. Donc on en fait des personnages désespérés. Mais en fait, cette interprétation d'un Beckett prophète du non-sens existentiel, désespéré, tragique et mutique, c'est un Beckett en quelque sorte bataillisé, donc lu par Georges Bataille, et blanchotisé. Maurice Blanchot affirmant, comme on s'en souvient, que dans l'œuvre de Beckett, le silence éternellement se parle. Ça c'est cité par William Marx, page 175. Or, ça c'est la vision française de Beckett. Or, la critique anglophone a eu, nous rappelle William Marx, une toute autre perception de l'œuvre de Beckett, et elle y a vu tout au contraire l'expression de l'humanisme en un temps de déréliction et de nihilisme plus ou moins généralisé. Et c'est en raison de cette interprétation, largement partagée dans le reste du monde, que Beckett a pu recevoir le prix Nobel de littérature en 1969, puisqu'on sait que le prix Nobel de littérature couronne des œuvres littéraires porteuses d'humanisme, de fraternité et d'espoir, hein, et pas des œuvres nihilistes. Et donc, c'est ce que même l'Académie suédoise parle d'une tendance idéaliste. Hein. Les œuvres couronnées par le prix Nobel de littérature doivent être empreintes d'une tendance d'idéaliste. Et donc, comme le dit d'une tendance d'idéalisme, pardon. Comme le dit William Marx, lors de la remise du prix, le représentant de l'Académie suédoise tente à s'expliquer d'un tel choix en des termes qui n'auraient pu s'écarter davantage de la lecture nihiliste proposée par Bataille et Blanchot. Il dit, ce représentant, « L'œuvre de Samuel Beckett s'élève comme un miserere de l'humanité tout entière, et dans ses mornes notes élégiaques résonne la libération des tourmentés et la consolation des âmes naufragées. » Oui, j'ai oublié un S à âme. Donc vous voyez, un miserere de l'humanité tout entière. Donc là, ça devient donc un miserere, c'était en latin un psaume dit lors de la messe. Hein. Il y a une dimension effectivement, quelque sorte un petit peu d'espérance laïque, mais quand même qui est présente. Et donc qui est très éloigné de la vision habituelle que nous on a de Beckett en France comme un écrivain totalement nihiliste en fait. Donc entre péremption de la littérature et rédemption par la littérature, finalement la réception contradictoire de l'œuvre de Beckett, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est drôle, est-ce que c'est du second degré, est-ce qu'il est porteur d'espoir, ou au contraire est-ce qu'il est complètement désespéré? Eh bien, la réception contradictoire de l'œuvre de Beckett, nous dit William Marx, elle récapitule finalement les deux phases extrêmes de la littérature. Celle du XVIIIe et du début du XIXe, où on avait une confiance totale dans les pouvoirs de la littérature, et celle du XXe, où on n'y croit plus du tout. Et finalement, cette réception, elle réconcilie, ou du moins elle fait cohabiter en son sein l'humanisme et le formalisme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là encore une fois,
L'ontogénèse récapitule la philogénèse. L'œuvre individuelle et particulière d'un écrivain, Beckett, récapitule le mouvement général de l'histoire de la littérature. La littérature devenue hyper consciente à la fois de ses pouvoirs et de ses failles, de ses puissances et de ses manques, elle ouvre, nous dit William Marx, une ère d'expérimentation généralisée qui semble clore peut-être momentanément la phase de l'adieu. Donc c'est ça quand même la thèse de William Marx à la fin, c'est que la phase de l'adieu à la littérature est terminée, on est entré dans une autre phase. Suite à un problème technique hier soir, les 10 dernières minutes de la vidéo n'ont pas pu être enregistrées. Donc je les enregistre en différé le lendemain de la conférence pour que les gens qui regardent la vidéo sur YouTube, la vidéo de la conférence, puissent avoir, comme le public hier soir, la conférence dans son intégralité. Donc j'en étais arrivé vraiment à la fin de la conférence, il ne restait pas grand-chose à dire. Et je m'étais arrêté, ou disons la vidéo s'était arrêtée au moment où je disais que dans l'épilogue de son livre L'adieu à la littérature, William Marx nous disait que la littérature devenue hyper consciente à la fois de ses pouvoirs et de ses failles, de ses puissances et de ses manques, ouvre finalement sur une nouvelle ère, qui est une ère d'expérimentation généralisée qui semble clore peut-être momentanément la phase de l'adieu. Et c'est pourquoi William Marx écrit « La littérature entra ainsi dans une phase d'expérimentation dont elle n'est toujours pas sortie. De Günter Grass à Salman Rushdie, d'Oe Kenzaburo à Gao Xingjiang, le mouvement a pris une envergure mondiale. Les formes s'ouvrent, les styles s'entrechoquent, la fiction dénonce elle-même ses propres illusions. Et l'éclatement vertigineux du roman offre à la littérature un magnifique bouquet final. » Cette explosion, elle cohabite avec des formes d'implosion minimalistes. Par exemple, chez un Jean-Philippe Toussaint, en France, qui vient encore de sortir un roman pour la rentrée littéraire, chez un Bret Easton Ellis aux États-Unis, chez un Banana Yoshimoto au Japon, eh bien, ces formes d'implosion s'expriment par un certain ascétisme de l'écriture, par une narration resserrée dont le personnage principal semble souvent se confondre avec l'auteur, et aussi ces formes d'implosion s'expriment par une certaine résignation quant à la prise de conscience des pouvoirs et des prestiges réels de la littérature. Cet autre mouvement d'implosion nous montre une sorte de politique littéraire, disons, des petits pas. Autrement dit, on ne peut restaurer la confiance en la littérature que de façon progressive, en montrant son efficacité et son intérêt pour les petites choses. L'adieu à la littérature a ainsi produit une dévalorisation de la littérature depuis un siècle et demi, mais cet adieu à la littérature n'a pas débouché sur la disparition pure et simple de la littérature. C'est la thèse du livre de William Marx. Autrement dit, la thèse de l'adieu à la littérature, c'est que, la thèse du livre L'adieu à la littérature, c'est que l'adieu à la littérature a forcé la littérature à se réinventer. On pourra donc conclure avec William Marx citant Beckett, « Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer ». Beckett conclut ainsi l'innommable, sans conclure. L'allégorie est claire. Aujourd'hui, Rimbaud, Teste et Lord Chandos ne diraient plus adieu à la littérature. Quoique déçus de ses aspirations illimitées, plutôt que de ne rien écrire, il préférerait écrire sur le rien. C'est déjà quelque chose. Bibliographie, donc, pour conclure cette séance. Alors, je rappelle que le livre de William Marx, dont il était question ce soir, L'adieu à la littérature, est disponible aux éditions de Minuit.
j'ai parlé de beaucoup de livres dans cette séance, donc je vais faire un choix un petit peu personnel et arbitraire de pistes pour approfondir la réflexion autour des thèmes traités dans le livre, si vous le voulez. Alors, il y a un livre qui est très important pour la genèse de la religion de la littérature. C'est le traité de Longin, ou comme on l'a vu, du pseudo-Longin, pour être précis, du Sublime, qu'on trouve notamment dans la collection Petite Bibliothèque chez Rivage Poche. Mais bon, je me suis aperçu que ce livre n'était plus disponible, ou était disponible uniquement d'occasion à des tarifs malheureusement assez prohibitifs, mais il existe. Et je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver d'autres versions, notamment électroniques, d'autres traductions de ce traité très très important. Sur la question de la religion de la littérature, il faut lire absolument Paul Bénichou, dont les livres sur le romantisme français ont été réédités dans la collection Quarto chez Gallimard. Donc il y a 4 livres, dans le tome 1, vous avez Le Sacre de l'écrivain et Le temps des prophètes, et dans le tome 2, vous avez Les mages romantiques et L'école du désenchantement. Donc c'est une grosse somme, donc en 2 tomes chez Gallimard Collection Quarto, donc sous le titre Romantisme français au pluriel. Un autre livre pour approfondir la réflexion, un livre très important dont il a été question, Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire. Bourdieu montre dans ce livre, et notamment à partir d'une lecture très célèbre au début de l'éducation sentimentale de Flaubert, comment le champ littéraire, à partir de la moitié du XIXe siècle, est devenu autonome par rapport aux autres champs du monde social, le champ politique, le champ économique, le champ religieux, etc. Donc c'est un livre très important pour la sociologie de la littérature, et c'est un livre dont William Marx discute certaines thèses dans son livre, donc L'adieu à la littérature, et sans doute j'en reparlerai avec lui lors de notre première rencontre. Et enfin, j'ai parlé de la question de Nietzsche et de la musique. William Marx dit qu'à travers le livre La naissance de la tragédie, Nietzsche a introduit le paradigme musical dans l'analyse de la littérature, et a été réédité chez Le Passeur éditeur il y a 2 ans, en 2021, les lettres de Nietzsche à Peter Gast, qui sont des lettres uniquement sur le thème de la musique. Nietzsche était un fou de musique, il aurait voulu être musicien, et il était pianiste, il a composé de la musique, et finalement la philosophie n'était qu'un second choix. Et on retrouve toutes ces lettres qui n'avaient pas été rééditées depuis longtemps, dans la traduction de Louise Servicen. Donc c'est chez Le Passeur éditeur, mon éditeur, et il se trouve que j'ai fait la préface. Voilà. Donc c'est un petit moment d'autopromotion pour vous dire que si vous vous intéressez au rapport de Nietzsche et de la musique, eh bien vous pouvez lire ces lettres. Je vous remercie de votre attention, et je suis désolé de ce petit souci technique que j'ai tenté de réparer en enregistrant la fin de ma conférence en différé. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux sur Internet, sur notre page Facebook Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Vous pouvez retrouver les vidéos des conférences sur ma chaîne YouTube Henri de Montvalier, à laquelle je vous conseille de vous abonner. Vous trouverez également
des vidéos et des podcasts autour de mon actualité éditoriale. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance le mardi 10 octobre, donc toujours à la même heure, 20h30, au même endroit, à l'espace André Chédid, pour une première rencontre avec William Marx. Donc je lui poserai des questions autour de l'adieu à la littérature, autour aussi de d'autres livres. On parlera notamment de Vie du lettré et de Tombeau d'Édipe. Et vous êtes bien sûr invités à venir. Donc je rappelle que l'entrée est libre, mais sur inscription. Il faut appeler l'espace André Chédid pour s'inscrire. Et je me réjouis donc de vous voir pour cette première rencontre avec William Marx. Merci à vous et à bientôt pour d'autres conférences et d'autres vidéos. Au revoir.